Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'exportation collaborative. Nous sommes trois cabinets spécialisés dans l'accompagnement international et membres de l'OSCI. Nous allons dans un premier temps nous présenter à tour de rôle, puis nous démarrons cette présentation. Je suis Sophie Dufour, je suis directrice de la société Ivitex qui est basée à Royan, en Charente-Maritime. J'accompagne depuis maintenant plus de 28 ans des entreprises, j'en ai accompagné plus de 1000, dans leur développement international. Ivitex est également l'agent exclusif en France de gros salons internationaux comme le ICFF Design à New York, le Big Five à Dubaï, la London Wine Fair à Londres et des gros salons également dans le bâtiment. Nous sommes également organismes de formation avec des formations en lien avec l'international qui sont certifiées Calliope. Nous sommes bien sûr membres de l'OSCI comme mes deux autres confrères qui sont présentes. Je passe la parole maintenant à Aurélie qui va se présenter à son tour. Mais bonjour à toutes et à tous, je me présente donc Aurélie Voileau, je suis champenoise d'origine et bordelaise d'adoption depuis 8 ans maintenant. J'ai lancé l'agence Wine Bouquet après cette année de développement commercial, notamment dans la région, sur les marchés français et export. Tout d'abord sous la casquette propriété dans le Médoc et puis aussi sur la rive droite de Bordeaux à Saint-Émilion. J'ai également eu l'opportunité d'œuvrer dans le négoce bordelais dans mes débuts. Et voilà, c'est finalement après toutes ces belles expériences que j'ai eu l'envie de lancer ma propre agence. Et c'est donc en 2019 que l'idée m'est venue de proposer une gamme plus diversifiée à mes importateurs, mais aussi de professionnaliser les démarches export en fait des vignobles qui n'ont pas de cadre export à temps complet en propriété. Voilà, je m'appuie aussi depuis 2015 maintenant de la place de Bordeaux, du réseau que j'ai pu constituer, que sont donc les courtiers et les négociants pour certains marchés et notamment pour certaines propriétés bordelaises. Wine Bouquet, en quelques mots, c'est une agence d'externalisation et de partage des forces commerciales pour la France et l'export, notamment sur les marchés européens et scandinaves, que je connais le mieux. Et enfin, mes prestations s'adressent à des vignobles engagés dans une démarche environnementale, c'est-à-dire des vins certifiés bio ou biodynamie. Voilà, je laisse désormais la parole à Anne pour se présenter et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous, Anne Martel-Raison, je suis dirigeante de la société EOS International, nous sommes basés à Marseille. Nous accompagnons les sociétés dans leur développement international depuis une vingtaine d'années. On a une forte spécialité et expérience dans tout ce qui est food and wine et on accompagne les entreprises dans leur développement individuel ou de manière collaborative, puisqu'on a de l'expérience en exportation collaborative depuis 2005. On a commencé avec un groupement de vignerons de Provence qu'on a accompagné sur le Brésil. Et puis on travaille aussi, on a une forte expérience depuis plus de 10 ans avec les interprofessions ou fédérations professionnelles dans leurs programmes et stratégies de communication et de promotion à l'étranger. Voilà. Donc j'ai le plaisir de commencer ce webinaire sur l'exportation collaborative. On est très contentes toutes les trois de pouvoir partager avec vous des informations et une manière de faire qui est l'exportation collaborative. Nous, on y croit depuis longtemps, toutes les trois, et on est assez inspirés de partager ça avec vous et de voir que cette année, on pense que grâce au Covid, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus réceptifs sur cette façon de fonctionner, certainement avec la difficulté d'approcher certains marchés et la complexité aussi de s'organiser à l'exportation. Alors, dans le déroulé de notre présentation aujourd'hui, nous allons voir un petit peu les différentes formes de collaboration, après avoir défini qu'est-ce que l'exportation collaborative. Après les formes de collaboration, la démarche stratégique à mettre en place, le profil idéal des membres du groupe, la constitution du groupe, les modalités et ce qu'il faut définir pour lancer un groupe, et puis nous finirons par des exemples d'exportation collaborative que nous avons à partager avec vous. Alors, les formes de collaboration,
Et avant de parler de ça, excusez-moi, de définir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par exportation collaborative. L'exportation collaborative, c'est le fait de regrouper des sociétés d'une même filière et de mettre un certain nombre d'entreprises ensemble pour réfléchir et stratégiquement mettre un plan d'action à plusieurs pour comment mieux être visible et porter une offre commune sur une destination particulière et comment échanger entre pairs et être dans le collaboratif et non pas dans un développement totalement individuel. Ça permet d'aller plus vite, plus loin sur la conquête de nouveaux marchés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un peu plus de 92% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. C'est évidemment les entreprises en Allemagne ont, par exemple, des entreprises beaucoup plus importantes. Et du coup, la taille des entreprises en France est un sujet, hein, on a beaucoup de petites entreprises et donc c'est un sujet assez important de savoir comment être un peu plus fort, un peu plus costaud quand on veut approcher les marchés internationaux. Ça passe par souvent, du coup, une mutualisation de moyens humains et financiers. Ça permet, si vous voulez, l'exportation collaborative de pouvoir mutualiser pour essayer d'approcher des marchés qu'on ne se sentirait pas d'aller seul approcher, de pouvoir faire ça plus rapidement en gagnant donc du temps et de l'argent. Mais aussi, c'est une façon de faire, c'est un état d'esprit. Des entreprises qui se lancent dans du collaboratif, c'est une expérience humaine. D'abord, c'est l'envie d'échanger et d'être absolument convaincu qu'on est plus intelligent à plusieurs que seul. Et ça, je pense que c'est un point assez fondamental. Les formes de collaboration, elles sont assez variées. Je vais essayer d'être, ça sera sûrement pas exhaustif, mais plus large possible sur les différentes formes de collaboration. Puisque, en fait, ça peut aller d'une simple envie de réfléchir entre pairs et de partager une simple réflexion au départ, comme de se dire mon confrère a monté une filiale à l'étranger, j'aimerais qu'il puisse échanger avec moi sur le montage d'une filiale. Ça peut être un primo-exportateur aussi qui veut bénéficier d'expérience et de parrainage d'une entreprise plus importante. Donc, c'est beaucoup, encore une fois, dans le partage et dans le partage de points de vue et d'expérience des uns et des autres. Les choix de pays, par exemple, sont aussi des sujets sur lesquels on peut partager entre pairs et de donner, je dirais, les bonnes pratiques et les pièges à éviter sur une destination et d'échanger là-dessus entre ceux qui ont moins d'expérience avec ceux qui en ont plus. Tout ce qui est partage d'expérience, si vous voulez, sont des choses qui sont importantes à pouvoir partager, que ce soit des données de marché, que ce soit des modes de distribution qu'il faut privilégier sur tel ou tel marché, que ce soit les pièges à éviter, les bons prescripteurs, les bons prestataires, que ce soit des prestataires financiers, logistiques, etc. Tout ça relève, je dirais, et c'est un peu, si vous voulez, le premier niveau de l'exportation collaborative qui est de pouvoir échanger entre pairs. Mais ça peut être aussi de choisir des outils qu'on peut partager à plusieurs. Ça veut dire partager un consultant ou une aide publique et des acteurs publics locaux qui ont des services à vous proposer, qu'on peut être plusieurs à partager. Ça peut être des salons qu'on veut faire ensemble et qu'on peut partager. Ça peut être aussi, et ça c'est important, des contacts commerciaux avec des agents et des distributeurs à destination, c'est-à-dire le cross-selling qui est un facteur assez important de partage, c'est-à-dire je vais prospecter l'Allemagne avec je suis un peu longue, désolée. Je partage les agents, je partage mon agent avec toi sur tel pays, toi tu partages le tien sur ou tel distributeur sur un autre pays. Tout ce qui est showroom,
corner, partage de locaux à destination, tout ce qui est VIE, salariés à destination, c'est des choses qui sont facilement partageables. Le coaching des équipes, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut partager. Et puis tout ce qui est communication, animation de marché à l'étranger, c'est ça, je trouve, qui est vraiment très important, c'est de pouvoir travailler sur les visibilités communes et faire un marketing de groupe pour pouvoir mieux communiquer à destination dans le pays ciblé et de pouvoir animer ce marché à plusieurs. Et le dernier point qui est important et qui est souvent un point qui montre un aboutissement de collaboration, c'est de pouvoir développer un produit ad hoc pour un marché, c'est-à-dire qu'effectivement, à plusieurs, on crée un produit qui n'existe pas et qui répond à une demande locale. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole sur la démarche stratégique à Sophie. Merci. Merci Anne. Nous venons donc de voir quelle forme peut revêtir l'exportation collaborative et je vous propose un petit peu de rentrer dans l'opérationnel, c'est-à-dire de se demander comment je démarre concrètement l'exportation collaborative. Dans un premier temps, quand on parle d'export, pour toute action commerciale, parce que l'export c'est bien du commerce, on commence par définir ses objectifs et définir quel sera son budget. Une fois que l'on connaît ce budget, on peut alors se lister les actions qu'on va faire. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on peut à ce moment-là mutualiser le budget avec d'autres sociétés et donc multiplier ce budget et multiplier le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire. Il y a un point qui nous semble très important, c'est d'avoir une forte motivation, mais aussi de s'engager dans le temps. En effet, vous pouvez tout à fait faire une forme de participation collaborative, d'exportation collaborative en allant par exemple sur un salon ou sur une action collective. Mais ça, c'est du court terme. Alors, on peut tout à fait développer des ventes à ce moment-là. Mais si on veut vraiment développer un marché à long terme, d'après notre expérience, il faut s'engager sur une durée de 3 ans. Voilà, ça, c'est un point vraiment très important. Parlons maintenant un peu des formes de l'exportation collaborative. La plus courante, c'est le GIE. D'ailleurs, il y a un article que j'ai lu il y a plusieurs jours sur le site de BPI, sur le GIE, avec ses avantages, ses inconvénients, ce que ça implique au niveau fiscal. Et je vous invite vraiment à lire cet article complet. Si vous le souhaitez, je pourrais vous l'envoyer par email. Une forme association de loi 1901 est tout à fait possible aussi. Il y a des formes bien plus légères, par exemple un accord verbal sur un salon. J'ai expliqué tout à l'heure que je représentais en France le Salon du vin de Londres. Si on prend cet exemple, vous pouvez participer sur un stand dans la section Wines and Herbs qui est réservée aux tout nouveaux venus sur le marché. Vous aurez 3 mètres carrés au premier étage, pas forcément bien placé, pour un budget à peu près de 2400 €. Pour ce même budget, vous pouvez partager un stand de 9 mètres carrés, beaucoup plus visible, avec des angles ouverts, avec une présence sur l'espace France qui est visible depuis l'entrée. Vous serez alors entouré en plus d'exportateurs aguerris qui connaissent bien le marché et avec qui vous pourrez échanger des contacts d'acheteurs, de distributeurs, d'agents, etc. Donc on voit là que c'est nettement plus bénéfique pour l'entreprise de partager un stand plutôt que d'aller seul sur son petit 3 mètres carrés. Si vous vous entendez bien à l'occasion de ce partage, vous pouvez par exemple passer à un stade supérieur qui serait le recrutement en commun d'un VIE, d'un responsable export, responsable pays. Vous avez aussi tout ce qui est voyage de découverte dans différents marchés. Par exemple, vous pouvez aller prospecter sur l'Espagne et travailler avec une autre société qui, elle, va aller prospecter sur l'Italie et vous échangez ensuite les informations, les agents, des noms d'agents, etc. Sur les 2 pays. Ça permet d'éviter les déplacements aussi, ce qui est plutôt tendance en ce moment, et puis de se développer plus vite sur 2 marchés au lieu d'un. Ensuite, nous avons tout ce qui est action collective. Alors, il y a toutes les actions collectives organisées par Business France ou par des SAI pour des rendez-vous de prospection avec des acheteurs, par exemple. Et puis, il y a tout ce qui est développé aussi par les filières. Nous avons beaucoup, nous, travaillé avec le GEM, le groupement des exportateurs du meuble, pour qui nous avons fait des actions sur New York ou sur les Émirats. Vous avez d'autres exemples comme Adepta, par exemple, dans l'agroalimentaire, qui développe énormément de missions collectives, ou Unibal pour le second œuvre.
Il y a énormément de possibilités, mais en fait, tout va dépendre de la stratégie, du budget, et si vous souhaitez créer un groupement, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, eh bien, le GIE reste a priori la forme la plus souvent choisie. Alors, on va parler maintenant du profil des membres de ce groupe. Il y a un point commun qui est très important, c'est que ces membres doivent avoir les mêmes clients cibles. Ça veut dire que idéalement, les entreprises du groupement vont proposer des biens ou des services qui sont complémentaires et qui ne sont pas concurrents. Alors, il peut y avoir une petite forme de concurrence, mais on recommande quand même vivement qu'il y ait une différenciation assez forte. Un autre point important, c'est l'enjeu. J'ai réalisé pour le compte de la communauté européenne il y a quelque temps une grosse étude auprès de plusieurs centaines d'entreprises, et l'idée c'était de dégager les facteurs de succès des entreprises à l'export et de la même manière d'identifier les raisons des échecs à l'export. L'enjeu est un facteur important. Si l'export n'est que la cerise sur le gâteau et qu'il n'y a pas tellement d'enjeux, et que de l'autre côté vous avez un membre du groupe pour qui l'export va peut-être même être un enjeu de survie de l'entreprise, ça risque de créer des déséquilibres. Donc l'enjeu de l'export doit être à peu près similaire. De la même manière, la taille doit être à peu près similaire. Et on évite en général de mettre une TPE avec une ETI, on essaye d'avoir des PME avec des tailles à peu près uniformes. En termes de nombre, en général, on recommande 4 à 8 sociétés. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas créer un groupement à partir de 2 ou 3 sociétés ou à 9, mais d'après notre expérience, on a plus de succès avec ce chiffre de 4, 5, 6 sociétés. Enfin, avoir une relation de confiance est absolument essentiel. Donc, pour résumer, des entreprises qui proposent des biens et des services qui sont complémentaires, des enjeux à peu près similaires, une taille à peu près identique et un nombre entre 4 et 6 sociétés dans le groupe. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Aurélie qui va nous parler de la constitution de ce groupe. À tout à l'heure. Alors, merci beaucoup Sophie. Alors oui, désormais, nous allons aborder le sujet de la constitution du groupe. Alors, l'idée étant ici de vous fournir quelques outils importants pour la meilleure des constitutions. Donc, dans un premier temps, il est essentiel de brainstormer en interne autour des synergies et des complémentarités que l'on a entre les produits que l'on va proposer. Ensuite, il faut isoler les partenaires qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner ou même nous aiguiller dans le meilleur développement de ce groupe. Je pense par exemple aux interprofessions ou même aux syndicats, voire même aux régions. L'idée étant de les inciter et de notamment les sensibiliser à lancer des actions collaboratives ciblées en fonction de nos besoins. Voilà. Il est aussi important de recueillir et de réunir toutes les suggestions ou les recommandations qu'on pourrait avoir auprès de nos clients, voire même des marchés directement, afin de pouvoir les traiter et y répondre au mieux. Ensuite, il faut aussi considérer l'outil idéal pour sourcer de potentiels futurs membres, qui est notamment le salon, qui reste évidemment un incontournable pour rencontrer de nouveaux opérateurs, très important. Et enfin, une autre idée d'aide de partenaires extérieurs qui pourrait être intéressante, c'est lister des membres de sociétés justement d'accompagnement à l'international, des SAI, qui peuvent répondre à nos besoins, comme par exemple les membres de l'OSCI, qui sont donc des SAI et dont nous faisons partie notamment avec Anne et Sophie, qui peuvent donc nous aider dans la constitution de ce groupe de par leur réseau et leurs expériences évidemment. Voilà. Ensuite, un autre point des plus importants, ça va être de définir les modalités. Alors, plusieurs points sont à prendre en considération avant de constituer son groupe. Dans un premier temps, il va falloir définir donc la forme, à savoir, comme Sophie en a parlé précédemment, est-ce qu'on veut lancer par exemple un GIE, donc un groupement d'intérêt économique? Est-ce que l'on veut faire une association loi 1901 ou peut-être qu'on veut quelque chose aussi de non formel. Voilà, c'est un point en tout cas qui est important à considérer avant de se lancer. Ensuite, il va falloir définir le budget. Donc, afin de connaître précisément le budget disponible pour se donner les moyens de réussir, il faut également définir les actions. J'entends par là mettre en place un plan d'action commercial précis. Par exemple, si on part sur un salon, avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire une préparation
et un accompagnement qui sont évidemment essentiels en amont afin d'avoir un maximum de rendez-vous qualitatifs sur place, préparer la communication auprès des opérateurs et bien entendu le suivi qui interviendra donc après cette manifestation pour ouvrir de nouveaux marchés. D'autres exemples peuvent être évidemment cités, que ce soit des dégustations live qu'on peut trouver sur les réseaux, que ce soit des études de marché, des recrutements de VIE ou même d'agents. Voilà, tout ça, c'est évidemment des points qu'il va falloir étudier. Aussi, il faut délimiter la durée de ces actions et établir un calendrier des rencontres. Par exemple, se faire un planning des déplacements à l'international prévus pour l'année en cours, ce qui peut être évidemment un excellent support. Ensuite, il faut aussi définir les conditions d'entrée et de sortie des membres, à savoir dans quelle mesure nous sommes flexibles et quelles sont nos limites en fait au niveau des entrées et des sorties. L'idée, c'est de donner finalement ici un cadre. Et enfin, il faut impérativement définir la vie du groupe, qui est hyper importante évidemment, c'est-à-dire définir le rôle de l'animateur, de ce fédérateur, à savoir sa fréquence d'intervention, les outils utilisés ou même les lieux pour les réunions. Voilà. Il y a donc beaucoup de facteurs à considérer et donc à définir. Et puis, pour rendre cela plus concret, nous avons décidé avec Anne et Sophie de vous faire part de nos différentes expériences en vous donnant des exemples donc concrets d'export collaboratif inspirants. Donc l'idée étant de vous faire part dans un premier temps de mes récentes expériences. Je vous rappelle que j'ai lancé Wine Bouquet en 2019. Il y a maintenant tout juste un an, fin novembre 2019, j'ai lancé un premier essai d'export collaboratif en réunissant plusieurs vignerons que j'ai représentés lors d'un voyage en partenariat avec Team France Export sur les pays scandinaves. Donc le dénominateur commun de ces vignerons était une certification biologique pour les cuvées représentées sur place. C'était précisément ce que recherchaient en fait les trois marchés monopolistiques, que sont la Finlande, la Suède et la Norvège, et puis aussi le Danemark. En somme, un premier essai qui s'avère plutôt très concluant, car à ce jour, je suis en contact quasiment avec les importateurs rencontrés sur place toutes les semaines et on est en pourparlers sur différentes offres pour fin 2021, début 2022. Alors évidemment, tout a été, comme qui dirait, décalé dans ce contexte exceptionnel, mais en tout cas, voilà, on est en bonne voie. Et comme évoqué précédemment, il est important de garder en mémoire que le développement commercial à l'export mérite une sincère motivation, car la constitution peut mettre du temps, et surtout dans cette ère de crise post-Covid, et plus précisément aussi pour mon exemple sur des marchés monopolistiques. Voilà. Il est donc, je pense, essentiel de considérer qu'un engagement sur du long terme et main dans la main avec des spécialistes des marchés ciblés sont évidemment cruciaux pour réussir. J'aime beaucoup, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, c'est seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et je pense que tout est dit en fait par rapport à l'exportation collaborative. Voilà. Et puis après, je peux peut-être donner un deuxième exemple qui est encore un statut de projet, on va dire. Je suis en train actuellement de préparer 2021 afin de réunir du coup les partenaires de ce collectif de vignerons bio, biodynamie que je suis en train de constituer pour l'année prochaine, notamment afin de se positionner sur Vinexpo Wine Paris, qui a été décalé en juin. Et nous réfléchissons aussi à se positionner sur d'autres manifestations à l'export pour le printemps et l'automne qui va suivre, mais toujours évidemment sous la forme collaborative afin de minimiser les coûts pour les vignerons et puis de mon côté de pouvoir offrir une gamme plus riche et variée à mes importateurs et pouvoir du coup obtenir un impact au niveau de ma communication plus important et plus fort. Voilà. Donc voilà un petit peu pour mes exemples d'export collaboratif. Et puis je laisse place désormais à Anne afin qu'elle puisse poser les siens. Alors, moi, je vais vous parler de 3 exemples très rapidement. Nous avons créé le Club Cru. Vous m'entendez bien? Oui? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Le Club Cru Beaujolais, comme son nom l'indique, ce sont des vignerons des crus du Beaujolais. On a regroupé une quinzaine de producteurs pour répondre aux besoins du marché américain et brésilien. En fait, c'est une demande du terrain des sommeliers américains
qui fait qu'on est allé chercher 15 producteurs pour les mettre autour de ce projet-là, et ça a été très bénéfique. Vous pouvez voir sur le site internet clubcrubeaujolais.com. On a tout créé de A à Z, depuis le recrutement des boîtes jusqu'à, je dirais, le montage, les missions sur place, et le montage de l'association et de toute sa gestion. Le One Export Club, qui est un autre exemple de vigneron de Provence, c'était la première expérience qu'on a eue en exportation collaborative en 2006, avec des vignerons de Provence, une dizaine qu'on a accompagnés sur le marché brésilien, et on peut dire que ça a été un très, très fort succès parce qu'on les a accompagnés pendant plus d'une dizaine d'années, et aujourd'hui, les vins de Provence, en termes de rosé, en fait, on a créé la catégorie sur le marché en termes de rosé, c'est vraiment la référence. On a créé aussi un groupe qui s'appelle l'Olivance, avec des producteurs d'huile d'olive de Provence sur le UK. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a 2 groupes qui sont en cours de formation pour des produits agroalimentaires. C'est des projets financés par le ministère de l'Agriculture qu'on mène avec l'ANIAN. Il reste encore 1 ou 2 places. Un sur le marché chinois, pour des produits destinés au retail et retail online, et d'autres, un autre groupe sur le marché américain pour des produits plutôt destinés au food service. Voilà, à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Je passe la parole à Sophie. Merci. Merci Anne. Eh bien moi, je voulais vous parler d'une expérience dans le vin également. J'ai créé un GIE avec 5 entreprises producteurs ou négociants dans le vin. Il y avait donc un vin rouge de Bordeaux, un champagne, un rosé de Provence, un chablis, etc. Pour ce groupement, on a recruté un VIE qui était fils et petit-fils de vignerons, qui a fait Subdeco, donc très bon profil commercial. Et on a décidé de cibler des marchés de niche en Angleterre, à savoir les clubs de golf et les clubs de tennis, parce que je m'étais rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout des marchés en fait. On a mis en place une plateforme logistique dans le Kent, c'est-à-dire que les producteurs envoyaient leurs palettes là-bas et le logisticien pouvait ensuite renvoyer les caisses dans les clubs. On a fait la première année 1 million de chiffre d'affaires et 2 millions la deuxième année. Donc un beau succès collaboratif, avec un investissement de base qui était relativement restreint, puisque chaque entreprise payait quand même moins de 800 € par mois. Ensuite, chaque année, je marie, ou plutôt je fiance une 50aine de sociétés entre elles pour participer à des salons, parce que si elles ne partageaient pas les stands, elles n'auraient tout simplement pas les moyens d'aller sur ces salons-là. Donc souvent, le coût moyen sur un stand partagé est à peu près 3 000 €, ce qui est quand même intéressant pour tester un nouveau marché. Et enfin, j'ai eu l'occasion de créer aussi, entre autres, un GIE. C'était le premier GIE créé en France en 2006 d'ailleurs, pour les volailles de Chaland, avec d'un côté les abattoirs et puis des produits finis de l'autre côté. Voilà pour nos différentes expériences qui sont que des exemples. On en a évidemment d'autres. Nous vous rappelons que nous sommes membres de l'OSTI, que vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de précisions sur ce qui a été dit aujourd'hui, ou si vous souhaitez échanger avec nous sur vos projets à l'export. Nous vous remercions vivement pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.